Ah là là, du One Piece et du Berserk réunis dans la même vidéo, que demander de plus? Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le 17ème épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Cette fois-ci, pour changer, on va aborder des mastodontes et des œuvres un peu plus mainstream, et excepté la petite nouveauté qui les accompagne. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. Comme d'hab, je vous expose tout d'abord le plan tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil. On va dans un premier temps commencer par mettre en lumière la nouveauté qui n'est autre que Bushimaru Kao. On poursuivra avec le 40e opus de Berserk, puis on conclura sur du One Piece avec son 90e volume. Bushimaru Kao est donc un seinen scénarisé et dessiné par Tsutomu Ono, qui a débuté en 2016 dans le Young Animal des éditions Hakusensha. Depuis, il a été compilé en 3 tomes, donc ouais, c'est une série très courte, le premier tome est quant à lui disponible chez les éditions Doki Doki. Et de quoi ça cause? Il y a bien longtemps de cela, les êtres humains vivaient en harmonie avec les forêts et vénéraient des divinités appelées esprits gardiens. Byakuya et Bushimaru sont deux ninjas qui, après avoir déserté leur clan, se lancent dans une chasse aux dieux qui ébranle toute la province. Dès lors, les désirs et les aspirations des deux traîtres, des esprits gardiens et des ninjas, s'entrechoquent. Bon, franchement, cette série, ou du moins son premier tome, m'a clairement déçu dans l'ensemble. Je vous assure que l'expression ne jamais juger un livre à sa couverture n'a jamais eu autant de sens qu'ici à mes yeux. Généralement, cela ne m'intéresse pas de vous parler d'une série que je n'aime pas, qui ne m'a pas plu. Je vois pas l'intérêt puisque j'investis de mon temps libre pour réaliser mes vidéos. Mais du coup, est-ce que tout est acheté dans Bushimaru Kao? Bien que le manga fût arrêté prématurément, il dispose tout de même de pas mal d'atouts qui peuvent plaire à plus d'un, notamment aux lecteurs qui recherchent des séries courtes et divertissantes. On va quand même démarrer sur les qualités du titre, déjà graphiquement ça claque. J'apprécie énormément le style de Tsutomu Ono, malgré qu'il reste en somme assez classique. Il a le mérite d'être intense et surtout dans le ton de la série, qui nous plonge dans un pur univers de dark fantasy saupoudré d'un mélange de folklore japonais tout simplement classe. On y retrouve donc des divinités, des ninjas, des démons dans un cadre fantastique. Dans la forme, j'ai peu de choses à reprocher à Bushimaru Kao, la couverture déboîte sa mère aussi, et elle a quand même réussi son taf qui était d'attirer mon regard. Honnêtement, un visuel pareil ça vous donne pas envie de vous plonger dans l'univers de la série ? Eh bien, malheureusement, les points forts s'arrêtent déjà ici. Si la forme répond clairement à mes attentes, pour le fond, on repassera. Le gros problème du manga est que l'auteur ne contextualise jamais son histoire et les actes de ses personnages. Pour une série ambitionnant à durer sur le long terme, cela ne me pose aucun souci, je suis patient et je sais que l'auteur finira quoi qu'il arrive par m'apporter des réponses. Mais qu'en est-il pour une série bouclée en 3 petits tomes? Eh ben, c'est l'effet inverse, on suit des personnages vides dans un décor stylé, on ne sait pas pourquoi les protas ont déserté leur clan, on ne sait pas vraiment ce qui les lie, et surtout on ignore pourquoi l'un est autant attaché à une connasse qui n'en a rien à foutre de lui. Enfin bref, de quoi me faire monter en tension quoi. C'est bien dommage d'avoir un fond aussi vide, l'auteur nous expédie trop vite dans son univers, mais comme il explique absolument rien du tout, ou presque, bah personnellement, ça me désintéresse totalement quand je me dis qu'il ne reste plus que 2 tomes. Bref, tout s'enchaîne très vite aussi, les divinités nous sont présentées comme étant les boss du game, mais l'héroïne les élimine trop facilement. Donc pour conclure, je ne vous recommande pas spécialement Bushimaru Kao si vous cherchez du scénario. Au contraire, si vous êtes un lecteur moins exigeant et qui privilégie avant tout le divertissement par la forme, mais pour ma part, si je devais vous donner une note, sur 10, ça serait 4 ou 5 en étant vraiment mais vraiment gentil. Passons à de la bonne dark fantasy cette fois-ci, avec l'excellent 40e volume de Berserk. Encore une fois, si tu n'es pas à jour, éclipse-toi, mais je t'invite quand même à aller visionner ma récente vidéo sur Griffith, ou encore celle que j'avais réservée au manga, les liens sont dans la description. Une véritable masterclass, sans doute l'un de mes tomes préférés de la série. Comme d'habitude avec Berserk, l'ambiance est tout simplement excellente. C'est oppressant, c'est glauque, c'est sombre, ou pour faire simple, j'ai retrouvé dans ce tome qui conclut cet arc absolument tout ce que j'aime dans ce manga. En soi, le speech de base de l'arc était assez classique, dans le sens où l'idée d'un personnage qui perd sa mémoire et va devoir traverser diverses épreuves pour la retrouver, elle a déjà été utilisée dans de nombreux mangas. Sauf que Miura, il l'a fait à sa façon. Et encore une fois, c'était parfait parce que là, ce n'est pas Casca à proprement parler qui a traversé des épreuves pour retrouver les fragments de sa mémoire brisée dans cet arc précis, je précise. Non, là, ce sont Farnèse et Cherk qui ont dû retrouver chacun de ces fragments pour la sauver. Là où Miura a frappé très fort, sans forcément taper dans l'originalité, c'est la façon dont il a amené les choses et j'en viens justement à la narration. Encore une fois, il nous prouve son génie. Que ce soit les symboles dont chacun représentait une partie de la vie de Casca, ses souvenirs, son passé, ses traumatismes, je pense notamment au chien qui représente clairement Guts et le fardeau qu'il porte sur ses épaules, les chibreux démons de 800 mètres qui font référence au viol de Casca, Griffith est représenté par la créature à la fois divinement céleste et sombre ou plus simplement l'environnement du monde de Casca qui n'est pas sans rappeler l'éclipse.
Plus Farnèse et Sherk avancent et plus l'atmosphère devient lourde. Et je trouve que cela représente assez bien la vie de Casca puisque c'était carrément ça au final pour elle, jusqu'à ce qu'elle finisse brisée. J'ai trouvé les choix narratifs de Miura tellement bien amenés puisque même si en tant que lecteur on connaissait tous la vie difficile de Casca, ce n'était pas le cas de Farnèse et Sherk, et ainsi plus elles avançaient et plus elles se posaient des questions sur la vie de leur ami justement. Pour nous c'était simple de deviner à quoi faisait référence chacun des fragments dans sa vie, mais pour elles ce n'était pas forcément le cas. À chaque pas elles en découvraient un peu plus, et à chaque pas on se rapprochait du Saint Graal, qu'on attendait tous depuis des années. Que notre héroïne retrouve enfin la mémoire, qu'elle reprenne enfin goût à la vie, qu'elle réaspire enfin au bonheur, mais bien entendu dans Berserk, ce n'est jamais aussi simple. Je vous laisse admirer cette double page, encore une fois Miura s'est surpassé et cela justifie pleinement l'attente entre chaque opus. Le découpage est époustouflant, c'est soigné, c'est précis, sans parler des jeux d'ombre et des jeux de lumière qui donnent à cette planche une puissance absolument divine. Elle est même à l'image de cet arc et de ce tome, j'ai envie de dire. La narration était tellement excellente qu'en réalité, on n'avait pas besoin de texte. Les dialogues n'étaient pas nécessaires pour que l'on comprenne ce qu'il en est et ce qui en découle. Et j'en arrive justement à ce putain de chapitre 355. Bordel de merde. Tout était parfait et illustre parfaitement absolument tout ce que je viens de dire. Le chapitre qu'on attendait tous, le réveil de Casca. C'était magnifique, c'était grandiose, je n'ai pas d'autres mots. Rien que les premiers mots de Casca après son retour m'ont touché. Je me sentais tout autant comblé qu'elle, et les personnages, j'étais même quelque part assez soulagé, je dirais même apaisé. Et je me disais putain enfin elle va pouvoir reprendre goût à la vie, repartir de l'avant, se reconstruire, et même si j'imaginais que cela serait difficile pour elle de se reconstruire auprès de Guts, j'avais espoir que cela se passe tout de même assez bien, après un petit temps d'adaptation, mais bordel encore une fois, je me suis fait avoir par Miura, je l'avoue. J'irais peut-être même jusqu'à dire qu'il s'agit pour moi du meilleur chapitre du manga, tant sur le point de vue de la narration, car comme je l'ai dit, et plus particulièrement dans la seconde moitié du chapitre, les dessins parlent d'eux-mêmes, on n'avait pas besoin de dialogue, tout coulait de source et on sentait qu'il ne manquait plus qu'une seule chose pour qu'on touche enfin au but, qu'on voit enfin Casca dans les bras de Guts après tant d'années, tant de galères et de misère, mais non. Hélas, tous ces plus grands traumatismes remontent à la surface dès l'apparition de Guts, l'éclipse, Griffith, la troupe du faucon, le viol, les sacrifices, puis s'ensuit des cris, de la douleur et des hurlements de détresse. Et c'est justement toutes ces émotions qui viennent placer ce chapitre à un niveau exceptionnel. Tout était parfait, on est passé d'un sentiment de soulagement, d'apaisement, il ne manquait vraiment plus que Guts profite lui aussi à ce bonheur. Mais non, le plus dur reste à faire justement. Si Casca a retrouvé la mémoire, elle va maintenant devoir trouver la force nécessaire pour vivre avec, pour supporter le poids et les douleurs que son passé lui a engendré. Guts va encore être partagé entre un sentiment de frustration et d'impuissance puisque Casca sera à ses côtés. Elle a retrouvé la mémoire mais bien évidemment cela vaut tout aussi bien pour ses bons souvenirs que ses mauvais. Pour faire court, plus rien ne sera jamais pareil et c'est comme s'il devait recommencer à zéro. Et voire même pire puisque Guts lui évoque quand même l'éclipse. C'est cette image qu'elle a de lui, donc voir évoluer la relation entre ces deux personnages va être plus que jamais intéressante. De son côté, on a Griffith qui continue d'enchaîner des exploits incroyables et d'écrire sa légende. Toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus haut, qu'il en arrive même à toucher les cieux. J'ai tellement hâte qu'il recroise la route de Guts, je me répéterai jamais assez, et j'en profite pour vous dire que le manga est enfin de retour de pause, donc voilà, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Bref, encore un excellent tome, très fort émotionnellement parlant, et c'est ça que je retiendrai avant tout. Et enfin pour conclure, passons à ma review du tome 90 de One Piece. Un manga que j'aborde peu sur la chaîne, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est mon manga favori avec Ashita Nojo. Je lui avais tout de même réservé un nota break sur l'arc Walking Island, donc voilà, le lien sera en description. Avant toute chose, je tiens à dire que j'apprécie pas certains choix de traduction de Glénat, mais il faut bien faire avec. Je ne m'étalerai donc pas plus que ça sur ce point, contrairement à certains qui sont vraiment en mode Tu fais pas ça! Tu fais pas ça! Hé! J'ai fait des arts martiaux! T'as pas le droit de faire ça! Arrête! Arrête! On n'a pas le même gabarit, c'est pour ça! Comme s'ils allaient changer quoi que ce soit avec une pétition pétée. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce tome, mais on va tout d'abord commencer par Luffy. Les chapitres de transition sont toujours excellents dans One Piece, notamment parce qu'ils apportent bon nombre de révélations d'une importance capitale. Ils nous permettent tout simplement de voir le monde entier réagir aux exploits de Luffy, et avec du recul, je pense qu'il mérite totalement sa prime d'1,5 milliard de berry. Parce que même si Morgan a carrément déformé à l'instar de nos médias ce qu'il a vu et entendu pour en final amplifier les exploits de Luffy, qui étaient déjà énormes, forcément, là aux yeux du gouvernement, Luffy a vaincu Big Mom, donc ça pèse bien plus dans la balance que de seulement saccager son territoire. Ce qui, je le répète, était déjà une véritable prouesse en soi. Ajoutez à cela qu'il ait vaincu des Sweet Commanders, ses nouvelles alliances, son power-up au niveau du haki, etc. Voilà, sa prime méritait bien évidemment d'être rehaussée. Mais en revanche, lorsqu'on se dit que Luffy a pris seulement 100 millions en donnant une patate à Interubito, en allant foutre le bordel à Impel Down tout en libérant des milliers de prisonniers, sans compter Marineford où il était clairement au centre de l'attention, le nouveau petit chouchou de l'équipage de Barbe Blanche, etc., etc.
Avec tout ça, il a level up de 100 millions seulement. A mon avis, ce sont ces exploits-là qui ont été sous-cotés de base, car il portait directement atteinte au gouvernement mondial et méritait une prime beaucoup plus lourde à mes yeux. Enfin bref, j'aimerais revenir sur les réactions des différents empereurs. Premièrement, on a Kaido qui semble surveiller attentivement les agissements de Luffy, qui vient tout simplement de ruiner une partie de son business, mais malgré ses airs de bonhomme, j'ai comme l'impression que Kaido commence à être sur ses gardes et pas si serein que ça vis-à-vis de Luffy. Leur combat promet d'être mémorable, ça c'est sûr. On a ensuite Barbe Noire qui nous dit clairement que notre héros ne mérite pas encore son titre d'empereur, et même s'il le prend de haut sur ce point, il a quand même raison. Big Mom qui a été tout autant trollé que nous par Morgan et qui est par conséquent plus que jamais en colère contre Luffy, qui sait on aura sûrement droit à un véritable combat plus tard. Puis la réaction de Shanks qui reste l'une des scènes les plus importantes de l'histoire pour moi, et un moment que j'attendais avec impatience depuis des années. Je suppose qu'on va bientôt se retrouver. Shanks reconnaît enfin la valeur de Luffy, et rappelez-vous, il avait dit qu'il reverrait Luffy seulement lorsqu'il serait devenu un digne et fier pirate, et surtout, un grand homme aussi. Autrement dit, Luffy vient tout juste de rentrer dans la cour des grands. En témoigne son leadership envers ses Nakama et plus particulièrement Jinbe, il lui ordonne de ne pas mourir et de le rejoindre quoi qu'il arrive. Le charisme que dégage cette scène est vraiment hors norme. Que ce soit pour Jinbe qui veut porter ses couilles face à l'armada de Big Mom afin de permettre à ses compagnons de s'enfuir, ou vis-à-vis de Luffy qui nous démontre une totale confiance envers son nouveau Nakama. Pas mal d'émotions dans ce tome également, je pense bien entendu au geste de Pudding qui a pris soin d'effacer la mémoire de son bien-aimé Sanji, mais forcément ce qui nous intéresse le plus, la fameuse rêverie tant attendue. Ça fait plaisir de revoir les amis de l'équipage, ça rappelle de bons souvenirs, mais les révélations sont tellement énormes qu'elles ont, comme vous vous en doutez, captivé toute mon attention. Le premier point, c'est le cas de Kuma qui se retrouve dans une situation d'esclave. Il est littéralement détruit, lui qui était pourtant très puissant. On a aussi pu revoir ma petite femme qui n'est autre que Bonnet. Elle semble être venue là pour Kuma justement, mais est-ce la seule raison? Il y a aussi la présence des révolutionnaires qui nous indiquent que ça peut vraiment péter à tout moment. Déjà que l'atmosphère est ultra pesante, chaque conflit, aussi infime soit-il, peut aboutir sur une guerre. Je vous dis pas l'attention qui règne à Marie-Joie là. Mais s'il y a bien deux choses à retenir dans ce tome, tout d'abord c'est la présence de Shanks qui est venu s'entretenir avec les 5 Daoyens au sujet d'un certain pirate. Je vous laisse me donner vos avis sur là-dessus, je miserai soit sur Weibel, soit sur Barbe Noire, même si ça me semble un peu simple quoi. En tout cas, le charisme que dégage Shanks est absolument incroyable. À chaque apparition, tu sens que c'est lui le boss. Et pourtant, on l'a jamais vraiment vu en action, c'est dingue. Puis vient ce fameux Imu, dont l'autorité est encore au-dessus des 5 Doyens, l'homme le plus influent et dangereux du monde qui prend place sur le fameux trône soi-disant vacant. La famille Nefertari est vraiment dans la merde je pense, parce qu'ils en savent trop sur le siècle oublié, et voilà, je pense qu'ils vont vite tenter de les faire taire. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de One Piece, ce qui nous attend est vraiment phénoménal et on se doute que les conséquences de la rêverie vont avoir des répercussions terribles sur le monde. Oda nous apporte des révélations qui soulèvent encore plus de mystères qu'avant, ce manga est un véritable bijou, c'est fou. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel parce que vous savez tout comme moi qu'avec One Piece, on peut s'étaler encore et encore sur des petits détails. Que dire de plus si ce n'est que l'on entreaperçoit brièvement le début de l'arc Wano qui s'annonce tout aussi dingue avec un Zoro attendu et qui répondra impérativement aux attentes, c'est obligé. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésite pas à me faire un retour sur cette dernière ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires. Sinon je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour le prochain épisode, il y aura notamment du Kingdom, du Made in Abyss et une petite perle ultramarine Magmel. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter, Instagram, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip. Les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, portez-vous bien. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se reverra!